bonjour. Les préparatifs du Tour de France, les préparatifs du Festival des Vieilles Charrues, la RN 164 entre Carhaix et Châteaulin, c'est l'actualité du Centre Finistère. On en parle avec Laurent Marc, rédacteur en chef du POER, l'hebdo du Centre Bretagne. Bienvenue dans ce JT. Et on commence par une renaissance. Après 2 ans de travaux, le Macorlan, le cinéma de la rive droite à Brest, a été inauguré ce vendredi matin. La salle est désormais dédiée à la danse, au théâtre et au spectacle vivant. Visite guidée de ce lieu mythique avec Sophie Lecroisier. Voici le nouveau Macorlan. Flambant neuf, ambiance moderne, mélange de métal et jeu de lumière. Après 1 an et demi de travaux, la salle mythique de Brest reprendra du service en septembre prochain. On a voulu travailler sur une salle la plus polyvalente possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse faire aussi bien de la danse que du théâtre, que de la musique, que du cinéma. On travaille notamment assez souvent sur des soirées thématiques où on passe de l'un à l'autre assez rapidement. Donc il fallait vraiment qu'on ait un outil qui soit très fonctionnel pour cette polyvalence artistique. 469 places, une scène agrandie, le Macorlan n'a pas toujours été une salle de spectacle. Construite en 1960 sous le nom de Paris, elle faisait alors le bonheur des cinéphiles. En 1982, elle est rebaptisée Atalante par la municipalité qui vient d'en faire l'acquisition. Des grands noms du 7e art passeront dans cette salle. Pierre Etex, Frédéric Rossif, Jean-Jacques Benex. Aujourd'hui relifté, le Macorlan se tourne encore davantage vers son public. On ne va pas être uniquement dans une logique de programmation, on va programmer effectivement un certain nombre de spectacles, mais on va aussi permettre à des projets d'habitants de trouver un outil qui leur permette de se développer correctement. Salle d'exposition, loge d'artistes, foyer agrandi, autant de nouveautés qui rendent le Macorlan plus accueillant. Pour les curieux, rendez-vous ce week-end pour découvrir la nouvelle salle. Et les portes ouvertes au Macorlan auront lieu ce samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h. Dans 3 semaines, le 6 juillet, Carhaix accueillera la 5e étape du Tour de France. Son départ d'ailleurs. Depuis plusieurs semaines, la ville se prépare à accueillir les forçats de la route avec humour, comme vous le voyez sur ces images, des illustrations signées Teddy Botrel et qui ont fleuri sur une dizaine de vitrines en ville. Laurent Marc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le rédacteur en chef du POER, l'hebdo de Centre-Bretagne. Le passage du Tour de France à Carhaix, c'est aussi le démarrage de 10 jours de fête en Centre-Bretagne. Qu'est-ce qui est prévu, notamment pour le passage du Tour le 6 juillet à Carhaix? Alors pour l'instant, ça commence maintenant, puisque dès ce soir, il y a un spécial Question pour un champion dédié au Tour de France. Il y a toute une série d'animations, les enfants sont mobilisés, font des fresques, il y aura une rando cyclo de mémoire, je crois que c'est le 2 juillet au départ de Carhaix pour les amoureux du vélo. Ils peuvent refaire l'étape, Carhaix, Cap-Fréhel. Donc la ville se met vraiment au diapason. On a vu, il y a un immense maillot jaune qui est déployé sur la façade de la mairie. Les vitrines des commerçants sont repeintes. Les Carhésiens en parlent. Les Carhésiens en parlent. Ça commence effectivement à causer. Et donc la ville sera complètement aux couleurs de la fête le 6 juillet. Là. Alors c'est une belle opportunité aussi pour le tourisme du Centre-Bretagne. Absolument. Le POER a d'ailleurs titré sur l'impact économique des grands événements de cet été à Carhaix. Quelles sont les retombées attendues pour Carhaix? Alors, pour le Tour de France spécifiquement, dans un premier temps, c'est effectivement l'hôtellerie qui en bénéficie. Les hôtels carhésiens sont évidemment pris d'assaut depuis longtemps. Ça va même bien au-delà, parce qu'à Châteauneuf, l'hôtel est lui aussi pris. Ça lève quand même un petit problème, c'est que manque une structure d'hôtellerie comme un hôtel vraiment flambant neuf sur Carhaix. Il manque de chambres aussi. Il manque un peu de chambres, effectivement. C'est d'un autre côté, si on construisait un hôtel, il ne serait pas forcément rentable toute l'année. Donc voilà, ça lève effectivement ce problème. Le commerce carhésien, l'hôtellerie, effectivement, va avoir des retombées. On sait qu'en revanche, d'autres commerçants sont un peu plus réticents sur les retombées du Tour de France. Se disent qu'on ne va pas forcément faire un chiffre d'affaires extraordinaire, puisque de toute façon, les gens ne vont pas forcément consommer ce jour-là. Donc voilà.
Alors, autre moment fort de ces 10 jours de fête en juillet en Centre-Bretagne, le Festival des Vieilles Charrues. Le 14 juillet, l'un des plus importants festivals de France ouvrira ses portes. Une édition particulière car c'est le 20e anniversaire. Alors Laurent, comment se passent justement les retombées du côté du Festival des Vieilles Charrues? Est-ce que c'est le même scénario que pour le Tour de France? Pas tout à fait en fait, puisque là, le Tour de France, c'est exclusivement l'hôtellerie qui en bénéficie, et là, pour les Vieilles Charrues, l'hôtellerie de plein air, donc les campings en bénéficient aussi. Vous interrogez le camping à Huelgoat, il est déjà quasi plein. Donc en fait, ça élargit vraiment beaucoup plus l'offre, puisque les festivaliers n'hésitent pas effectivement à camper, on le sait bien. Donc là, c'est beaucoup plus large. Et puis le commerce centre-ville en bénéficie aussi, puisque les gens ne sont pas forcément concentrés sur le site des charrues. Donc effectivement, les retombées sont plus larges. Certains en bénéficient aussi, ce sont les associations et les bénévoles des associations qui œuvrent pendant le festival, et le festival reverse une partie des bénéfices donc aux associations, mais ce système, on le connaît mal finalement. Alors, effectivement, c'est la contrepartie de leur aide. On sait que les associations du Centre-Bretagne bénéficient effectivement d'un sérieux coup de pouce des charrues. Alors, jusqu'à quelle hauteur? C'est effectivement, c'est pas toujours dévoilé. On n'a pas forcément les chiffres qui nous sont donnés. On sait qu'on ne les connaît pas à l'Assemblée générale. Donc voilà. On sait en revanche, et ça c'est certain, que les associations ont besoin des charrues et de l'aide qui leur est reversée. Une petite question piège, Laurent. Est-ce que vous savez le tonnage de déchets qui a été ramassé l'année dernière aux Vieilles Charrues? Absolument pas. Alors, c'était 33 tonnes de déchets en 2009 et seulement 11 tonnes en 2010. Pourquoi cette différence? Eh bien, grâce aux gobelets recyclables. La collecte des déchets, c'est aussi un casse-tête pour les communes. À Fouesnant, on a pris une décision originale, installer des puces sur les poubelles des foyers, un moyen pour pousser à l'économie. Les explications avec Marina Dété. C'est une première en Finistère. La communauté de communes de Fouesnant est sur le point de mettre en place un système de redevance incitative pour la collecte des déchets. Le principe est le suivant, l'usager paie en fonction de sa production de déchets ménagers. L'idée est de pucer l'ensemble des bacs individuels, puisqu'ils représentent 85% des redevables de ce service, afin qu'on puisse facturer que la présentation du bac. Voilà 2 types de puces que l'on peut insérer dans un bac d'ordures ménagères. Et donc le système est simple, dès que le lève-conteneur de la benne ordures ménagères prend la poubelle, eh bien, le lecteur va lire le numéro qui est inscrit sur la puce. La collecte des bacs aura lieu une fois par semaine. Même principe pour l'habitat collectif, les foyers seront munis d'un badge. La personne arrive, elle présente son badge sur la colonne qui permet d'ouvrir en fait une trappe, un tambour qu'on ouvre, et on vient ensuite donc déposer son sac d'ordures ménagères à l'intérieur. L'expérience a été concluante dans d'autres régions en France. Au cours de la première année, les redevables ont diminué de 20% leur consommation de déchets ménagers. À Fouesnant, une année test va débuter à partir de septembre 2011. Le comptage réel sur la facture, ce sera à partir du 1er janvier 2013. Voilà, une série de réunions d'information sur ce nouveau système de collecte est organisée la semaine prochaine, donc dans les communes de la communauté de communes de Fouesnant. On continue avec une route qui ressemble à un serpent de mer. La RN 164 qui relie Carhaix à Châteaulin provoque le débat depuis près de 40 ans. La voie express est attendue avec impatience en Centre-Bretagne. Mardi dernier, le préfet de région a organisé une réunion de pilotage pour la mise à 2 fois 2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Fou. Alors problème, aucun calendrier n'a vraiment été fixé. Laurent Marc, quand est-ce qu'on saura quand est-ce qu'on pourra justement bénéficier de cette 2 fois 2 voies sur toute la longueur dans le Finistère? Très bonne question, c'est un vrai mystère. Pour l'instant, on part au mieux sur 2020.
mais c'est vraiment au mieux puisqu'il y a encore des enquêtes. Suivra ensuite une enquête publique, donc on imagine toujours un peu de retard à l'allumage, donc 2020, voire un peu plus. Ça provoque un peu l'impatience des élus locaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont vraiment l'impression d'être trimballés. Jean Roumand, qui est à la tête du comité de défense, me disait encore ce matin que c'était depuis 40 ans qu'on en parlait. De Gaulle l'avait annoncé. Quels sont les obstacles alors ? Alors, les obstacles, tout simplement, le dossier n'était pas prioritaire. Il vient d'être le ministère des Transports vient de le définir en tant que tel, donc on peut imaginer que ça va aller un peu plus vite. Ça y est, c'est parti. Ouais. Merci Laurent Marc d'être venu commenter l'actualité donc du Centre-Bretagne. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Marina à partir de 18h15 pour un nouveau JT. Merci à vous. Bon week-end.